Bienvenue à tous à cette deuxième vidéo sur le risque des inondations. Dans cette vidéo seront abordées les méthodes d'étude des inondations ainsi que les différents aspects de la prévention. Nous verrons ces aspects au Maroc et en particulier à la ville de Fès. Dans la deuxième partie de la vidéo seront passées en revue les différentes interventions pratiquées directement ou indirectement dans le réseau hydrographique pour se protéger de ce risque naturel. Les méthodes d'étude des inondations. L'étude du risque d'inondation implique l'étude de l'aléa, des susceptibilités, des prédispositions à subir l'inondation, l'estimation et la cartographie des vulnérabilités, des enjeux et enfin, en se basant sur la cyclicité des événements météorologiques, calculer les probabilités d'occurrence des inondations. Les méthodes d'étude des inondations liées aux crues sont multiples et différentes selon les conditions de la dynamique fluviale qui dépendent du climat, notamment du régime des précipitations, des caractéristiques géomorphologiques et environnementales. La méthode la plus ancienne qui a donné de très bons résultats est l'approche hydrogéomorphologique de détermination des zones inondables. Il existe aussi des méthodes actuelles, des méthodes basées sur les systèmes d'information géographique qui sont des méthodes de modélisation hydrologique des inondations. L'approche hydrogéomorphologique consiste à retrouver les traces géomorphologiques laissées par les anciennes inondations et établir un historique cartographique des anciennes crues, délimiter les différentes unités spatiales de fonctionnement du cours d'eau pour cartographier les susceptibilités spatiales, les vulnérabilités des enjeux et proposer un plan de prévention des risques d'inondation. L'approche hydrogéomorphologique se base sur un certain nombre de critères pour délimiter les zones inondables. La morphologie, un examen minutieux, détaillé des ruptures de pente, de la microtopographie, des contacts entre les différentes unités. La sédimentologie, elle se base sur les analyses granulométriques, la nature des sédiments, la couleur, les formations superficielles des différents lits, ces indices hydriques liés à la présence d'eau à la surface du sol ou à faible profondeur, et dans ce cas, on étudie l'hydropédologie. L'occupation du sol, on étudie la végétation qui dépend de la nature du sol et de leurs caractéristiques hydriques profondes. Elle se base aussi sur des traces d'inondation, des laisses de crues, des érosions, des atterrissements, de la sédimentation dans les lits majeurs. Elle fonctionne en 3 phases. La phase 1 est un travail surtout bibliographique. C'est la phase de collecte des données sur les crues historiques, de faire des statistiques hydrologiques sur les données du facteur climatique déclenchant, sur l'estimation de la vulnérabilité en se basant sur le dumage ancien. La phase 2 est un travail sur la photo-interprétation. Le géomorphologue essaye de reconnaître les structures topographiques identifiées sur la photographie et vérifie la réalité des reliefs, de la morphologie et de s'assurer du bon positionnement des objets sur le fond du plan et valide l'interprétation des unités hydrogéomorphologiques. La troisième phase est sur le terrain. Le géomorphologue procède à l'analyse de la sédimentologie in situ pour confirmer ou identifier la nature des unités. Analyser les traces d'anciennes inondations, les laisses de crues, les érosions, les dépôts de sédiments dans le lit majeur et les traces de courant. Il est souvent nécessaire de rafraîchir des coupes dans le sol pour pouvoir étudier les textures, la couleur, la composition granulométrique et la disposition des matériaux. La granulométrie fournit une indication sur les vitesses de courant qui les ont déposées, cartographiées, la variation spatiale et temporelle des dépôts récents et actuels, analyser en détail les sols pour voir s'il y a des pétogénèses qui ont pu naître entre les différentes inondations et analyser l'occupation des sols. La végétation diffère en fonction de la nature du sol et de ses caractéristiques hydriques. Alors, les résultats de ce travail, c'est un ensemble de données importantes, présentées sous forme de cartes et de documents qui aident les responsables à prendre des décisions en matière de prévention du risque inondation. Alors, sur le plan de la cartographie du risque d'inondation, on présente un atlas des zones inondables, différentes cartes comme la carte informative des phénomènes, la carte de l'aléa inondation, la carte des enjeux, la carte des risques d'inondation et
il y a une proposition de prévention des risques d'inondation. Sur le cadre de fonctionnement dynamique du cours d'eau en crue, on présente des documents sur les retours d'expérience de crues récentes, sur la délimitation des espaces de liberté du cours d'eau, les divagations des cours d'eau, sur des cartes de contraintes morphodynamiques. Prenons l'exemple de la cartographie de l'aléa. On procède à une intégration de toutes les données spatiales collectées, les statistiques hydrologiques, la topographie et la microtopographie, l'hydropédologie, les analyses de sédiments, et on applique une grille de détermination de l'aléa pour aboutir à la carte de l'aléa, où sont détaillées les susceptibilités d'inondation en fonction de la cyclicité du facteur déclenchant, et où tous les détails sur les différents lits de rivière sont cartographiés. Sur la légende de la carte de l'aléa sont représentés tous les détails sur les zones inondables, les lits majeurs, les lits moyens à inondation fréquente, les lits majeurs à inondation rare ou même exceptionnelle, les terrains en question et les structures secondaires, les occupations des sols et les endroits où on peut trouver des informations historiques archivées. Et on trouve aussi les témoignages sur les hauteurs, sur les débits de crues historiques. On pratique de la même manière pour toutes les cartes accompagnant le risque, à savoir la carte des enjeux et des vulnérabilités qui les accompagnent vis-à-vis des inondations. Des documents sur la délimitation des zones inondables, où on délimite les différentes zones inondables. Une ébauche d'études de ce type a été effectuée sur le passage de l'Oued l'Arba par la ville de Taza. Dans cette photo dirigée vers le nord, en arrière-plan, les collines marneuses du Prérif. Au centre, nous avons des falaises liées au sapement de bas de versant de l'Oued l'Arba. À gauche, le quartier d'Ouar el-Milha, dont une bonne partie a été construite dans le lit inondable de l'Oued. La délimitation des zones inondables montre qu'une grande partie des habitations sont menacées par des inondations fréquentes et que la presqu'île à gauche formée par cette boucle de l'Oued, là où il y a une caserne militaire, est menacée lors des crues exceptionnelles. D'ailleurs, cela a été le cas en 2002 où elle a déjà été inondée. Les méthodes de la modélisation hydrologique pour l'étude des inondations. Actuellement, il y a une vague de modélisation des inondations. Aidés en cela par le développement de l'informatique, plusieurs logiciels ont été développés dans ce but. Mais auparavant, plusieurs indices mathématiques ou coefficients hydrologiques permettaient de caractériser le comportement de l'eau à la surface d'un bassin versant. Et à partir de ces indices, on peut en déduire les valeurs qui correspondent à des manifestations extrêmes qui conduisent à l'inondation. Alors, il y a des coefficients basés sur la morphométrie du bassin versant, sur la surface, sur la forme, sur la pente, sur l'hypsométrie. À partir de ces paramètres naturels, on déduit les courbes hypsométriques, le rectangle équivalent, l'indice de forme de Gravielus. Et il y a des coefficients basés sur l'écoulement. Coefficient de ruissellement, l'hydrogramme de crue, la densité de drainage, la longueur du cours d'eau. À partir de ces paramètres, on déduit les caractéristiques des lames d'eau écoulées, leur hauteur, leurs extensions et les vitesses de leur écoulement. Les nouvelles modélisations hydrologiques des inondations se basent sur le lien ou la relation existante entre un premier ensemble de variables qu'on appelle les variables d'entrée et qui sont les caractéristiques naturelles du bassin versant telles que la topographie, la géologie, le climat, notamment les précipitations, et la physiologie, c'est-à-dire l'occupation des sols du bassin versant. Un autre ensemble de variables qui sont assujetties aux premières, qui sont les paramètres ou bien les variables de sortie, qui sont l'ensemble des caractéristiques de l'écoulement d'une masse d'eau par le réseau hydrographique pendant un laps de temps. Alors, il existe deux types de modèles qui sont utilisés et sont généralement complémentaires. Les modèles déterministes qui simulent l'aléa et le croisent avec les données du milieu naturel pour déterminer la hauteur, l'extension et la vitesse des lames d'eau qui s'écoulent. Et les modèles probabilistes, ce sont des modèles qui font des probabilités d'occurrence des manifestations extrêmes de l'aléa
en se basant sur les périodes de retour des précipitations fréquentes ou exceptionnelles qui génèrent des inondations. Elle les croise avec les cartes des enjeux et des vulnérabilités pour en déduire les dommages potentiels pour la période de retour. La prévention du risque d'inondation. La prévention ou la protection contre le risque d'inondation s'appuie sur 5 éléments. La cartographie des territoires concernés par le risque, la maîtrise de l'urbanisation, la mise en place de mesures de réduction de la vulnérabilité, la prévision météorologique, la préservation de la mémoire des inondations passées. La cartographie des territoires concernés par le risque. Les cartes sont des documents importants d'aide à la décision. Elles sont construites à partir d'études hydrogéomorphologiques ou de modélisation informatique à l'échelle des bassins hydrographiques. Les territoires sur lesquels le risque d'inondation est particulièrement élevé doivent être identifiés et cartographiés avec précision. Les cartes des susceptibilités à l'inondation, des enjeux et des vulnérabilités constituent un outil de très haute importance en matière de gestion de risque et d'aide à la décision. Sur le volet intervention, de protection et sur le volet gestion des sinistres après l'occurrence. La maîtrise de l'urbanisation. La maîtrise de l'urbanisation est un levier important de réduction des dommages en cas d'inondation. Elle s'appuie notamment sur les plans de prévention des risques naturels en ce qui concerne les inondations, qui sont prescrits et élaborés par l'État en association avec les communes et en concertation avec les populations. Les objectifs principaux d'un plan de prévention sont de contrôler le développement urbain en zone inondable et de préserver les champs d'expansion des crues afin de réduire l'exposition au risque ainsi que la vulnérabilité des biens et des personnes. Nous allons voir un peu plus loin ces dispositions au Maroc. Les plans d'aménagement des communes doivent cartographier les zones exposées au risque, dites zones d'aléa, et doivent prendre des dispositions constructives et concernant l'usage des sols dans les zones modérément inondables, ou bien des interdictions de construction dans les zones les plus exposées. Ces dispositions doivent primer sur toute autre considération dans la réalisation des plans d'aménagement des communes. Réduction de la vulnérabilité, ou ce qu'on appelle la mitigation. La réduction de la vulnérabilité consiste à atténuer les dommages en limitant l'intensité de l'aléa inondation et en limitant la vulnérabilité des enjeux, les constructions, les bâtiments industriels et commerciaux, et ainsi de suite. La réduction de la vulnérabilité consiste en des dispositifs ou des mesures collectives et sont des interventions de grande envergure qui sont effectuées par l'État ou par les communes, telles que les barrages, les digues et toutes les mesures de lutte contre les inondations à l'échelle du bassin versant ou de l'agglomération que nous verrons un peu plus loin en détail, et des mesures individuelles. Les personnes peuvent intervenir individuellement pour se protéger des inondations et protéger leurs biens. Des cloisons amovibles équipées de joints étanches devant les portes et les fenêtres pour protéger l'intérieur des maisons. Ensuite, comme réduction de la vulnérabilité individuelle, il ne faut pas garder des biens de valeur et qui risquent de s'abîmer par l'eau au rez-de-chaussée. Quatrième élément de prévention et de protection contre les inondations, c'est la prévision du risque d'inondation. Les inondations sont généralement un risque prévisible. À part les inondations à l'improviste liées à la rupture de digues, généralement les autres inondations sont prévisibles. La prévision des inondations par débordement des cours d'eau, remontée de nappes, ruissellement, submersion marine repose principalement sur la prévision et l'observation continue des conditions météorologiques et des précipitations, prévision et vigilance météorologique, la surveillance des principaux cours d'eau, prévision de crues, donc il faut une vigilance de crue par des services concernés, et des outils développés spécifiquement pour anticiper les crues rapides, tels que les alertes. Ce type de dispositif n'existe au Maroc que dans la vallée de l'Ourika. Cinquième élément de la protection et de la prévention des inondations est des dispositifs de mémoire des inondations remarquables. Dans le domaine du risque d'inondation, la connaissance du passé est au cœur de la prévention.
Certains cours d'eau n'ont pas connu d'événements majeurs sur les 100 dernières années, voire plus. Il est donc normal que la mémoire de ces événements puisse disparaître. Il faut donc une base de données historique sur les inondations, qui doit absolument collecter toutes les données sur les événements historiques d'inondation survenus sur le territoire. Les événements décrits dans la base de données doivent intégrer différents types de données, surtout cartographiques, des débordements des cours d'eau, des ruissellements de surface, des remontées de nappes, des submersions marines, les inondations d'origine artificielle. Outre les données sur les phénomènes physiques des inondations, la base doit intégrer également la description des impacts de ces inondations sur l'homme, des impacts socio-économiques, environnementaux, culturels, ainsi que la description de la gestion et des suites de ces événements. La prévention du risque d'inondation au Maroc. Ce paragraphe a été emprunté du site officiel du ministère de l'Équipement et de l'Aménagement du Territoire. Après les inondations qui ont touché tout le territoire marocain au cours des 2 dernières décennies, après les centaines de victimes des inondations, après les 620 victimes du séisme qu'a subi la province d'Al-Hoceima, l'urgence se manifeste maintenant dans le domaine de la prévention des risques naturels et dans celui de la protection contre leurs effets. Donc, devant les pertes en vie humaine constatées, devant l'inquiétude exprimée par les investisseurs, notamment étrangers, devant la menace qui pèse sur les infrastructures de liaison internationales, comme les autoroutes, les chemins de fer, les aéroports, il est évident que le Maroc n'a guère le choix. Il est condamné à protéger ses habitants, son infrastructure, ses centres de production pour un développement durable sans beaucoup de contraintes. La stratégie de l'État visant à contenir les effets des inondations en proposant des solutions globales, rationnelles, radicales, pour autant que les périodes de retour soient raisonnables et s'accommodent parfaitement avec les impératifs de la gestion de l'eau. Ainsi, l'établissement des projets de protection contre les inondations nécessite de donner une importance suffisante à l'évaluation des ressources en eau de surface. Donc, toutes les caractéristiques des crues des différents oueds doivent être signalées. Le débit maximum, la durée de la crue, de ses principales phases, le temps de montée, le temps de la décrue, son volume, son hydrogramme sont indispensables. Malheureusement, il est assez rare que les administrations concernées disposent de données très précises dès lors qu'il s'agit de crues catastrophiques. Au cours des dernières années, le ministère de l'Équipement a adopté ce qu'on appelle le Plan national de protection contre les inondations, le PNI. Alors, le PNI a permis d'identifier 391 centres prioritaires dont le traitement sera réalisé. Les données de ces sites ont été intégrées dans une base de données à référence spatiale, SIG, avec tous les renseignements topographiques, cartographiques, hydrologiques, hydrauliques, description des sites, photographie, tracé des zones inondables. Mais les interventions pour la protection restent très en deçà des espérances. Le coût élevé du PNI et l'inexistence encore de financement approprié ne permettent guère d'aller plus vite. À l'échelle du bassin versant de l'Oued Sebou, et selon le site officiel de l'Agence du bassin hydraulique du Sebou, la BHS, 130 sites inondables ont été recensés, dont 11 au niveau de la ville de Fès. La ville de Fès est traversée par un réseau hydrographique important, dont une partie a été canalisée. Oued Fès est le principal cours d'eau qui traverse la ville de Fès du sud-ouest vers le nord-est. Il prend naissance à partir de plusieurs sources dans la zone de Ras El-Ma. Il coule sur 24 km avant d'atteindre Oued Sebou. La ville de Fès est étalée à l'exutoire de son bassin versant. Ce bassin versant couvre une superficie de 879 km². Il est très allongé vers le sud et couvre une grande partie du Moyen Atlas. 4 principaux affluents affluent depuis le Moyen Atlas, Oued Boufkran, Oued El Meraz, Oued El Himr et Oued Ain Smen. Ces différents oueds prennent d'autres noms en amont de la ville de Fès. Il y a aussi Oued Ain Shraf qui prend naissance à la source du même nom.
La ville de Fès se limitait à la Médina et à la ville nouvelle construite sur quelques hectares et quelques quartiers au nord. L'historique des inondations de la ville de Fès commence bien avant l'indépendance, puisque l'une des inondations les plus importantes qui touchent à la ville de Fès est celle du 26 septembre 1950, mais qui a été rapportée seulement oralement et n'a pas été documentée. D'ailleurs, c'est suite à cette inondation importante que la digue de Dahr el-Meraz a été construite. C'est le premier barrage de protection de la Médina de Fès. Ce barrage n'a pas été suffisant pour protéger la Médina car plusieurs crues par la suite ont inondé la Médina de Fès. Ce qui a poussé les autorités à construire un premier barrage El-Qaïda en 1992 sur l'oued Boufkran et un autre Moulay Arafat en 1993 sur l'oued El-Mehrez. Un canal qui transfère le surplus d'eau du barrage Moulay Arafat a été construit vers le bassin versant du barrage El-Qaïda. Toutes ces réalisations ont été faites avant l'avènement du PNI, Plan national de protection contre les inondations. La ville de Fès s'est agrandie entre-temps vers le sud et vers l'ouest. Ces quartiers récents se trouvent dans des bassins non encore contrôlés et sont exposés à un risque majeur d'inondation. Ce risque-là s'est manifesté de façon catastrophique entre 2008 et 2010, où plusieurs nouveaux quartiers ont été inondés. Depuis 2010, une grande partie du réseau d'assainissement a été agrandie et renforcée, mais les cours d'eau de l'oued Einsmen et l'oued Himer, issus du Moyen Atlas, ne sont pas encore contrôlés. Et la construction de nouveaux barrages et de canaux périphériques de détournement des eaux est une urgence, avant que des crues exceptionnelles semblables à celles de 2008 et 2010 ne se produisent. Alors, toujours dans le cadre de la protection contre les inondations, voyons les différents types de mesures de protection contre les inondations. Nous pouvons empêcher ces inondations de se produire. Il est possible d'en atténuer les effets et d'en diminuer la fréquence en priorité au niveau des zones les plus sensibles et les plus exposées. Ces protections peuvent être réparties en deux groupes, les protections directes et les protections indirectes. Alors, pour les protections directes, il s'agit d'intervenir directement sur le site menacé par la mise en œuvre des actions suivantes. Le curage, qui permet une nette amélioration des conditions d'écoulement, suite à l'élimination de tous les obstacles et des dépôts entravant l'écoulement des eaux dans les cours d'eau. Le débroussaillage est également nécessaire à la traversée des agglomérations pour des raisons sanitaires et en section courante pour diminuer la rugosité et accroître la débitance. Le recalibrage, qui permet d'élargir et d'approfondir les sections des cours d'eau pour augmenter leur capacité d'évacuation des eaux et assurer une section mouillée répondant aux critères de protection désirés. La protection des berges, qui comprend tout ouvrage visant à maintenir la stabilité des terres en dépit de l'action de l'eau. Les berges sont en effet attaquées par les courants perturbateurs générés par les crues. De même, les terres glissent par suite de l'infiltration de l'eau après le retrait de la crue. Donc la protection des berges est également nécessaire au voisinage de certains ouvrages tels que les ponts. Et pour lutter contre l'érosion par sapement de berge, qui fournit une grande masse de sédiments dans le lit du cours d'eau et favorise le débordement. L'endiguement des oueds, par la réalisation des digues qui longent le cours d'eau sur ces deux berges. Cette opération est aisément réalisable par les ressources locales en main-d'œuvre et en matériaux. Par ailleurs, ce type de protection permet en outre de réaliser une protection sélective. Il peut en effet être établi graduellement en commençant par mettre à l'abri de la plupart des crues la partie la plus riche et la plus peuplée des zones exposées. En contrepartie, on notera que ce procédé de protection présente l'inconvénient de provoquer une surélévation souvent notable au niveau des eaux et rend en outre plus difficile le drainage des terrains bas. Alors, deuxième groupe de protection, c'est la protection indirecte. La protection indirecte consiste à intervenir plus loin des sites menacés, à l'extérieur du périmètre d'aménagement, en réalisant des ouvrages sur des oueds responsables des inondations. Alors, le renforcement des ouvrages.
Donc, en franchissant les oueds, des modifications de leurs caractéristiques des systèmes existants encore de leur insuffisance. Les ponts, les dallots, les buses. Un grand nombre de décès survient lors de la destruction des ponts par les inondations. Il faut donc les renforcer. Réalisation des canaux permet de régénérer le couloir initial de l'oued. Cette solution est indispensable dans le cas où le lit de l'oued et son domaine hydraulique ont été complètement occupés, soit par des bâtiments ou par la voirie. Création des canaux périphériques de dérivation des eaux vers les oueds permettant de les restituer vers les zones situées en dehors des aires à protéger. Cette déviation pourrait concerner une partie ou la totalité des eaux d'un oued vers un autre. La réalisation des barrages ou seuils pour stocker et laminer les crues à l'amont des zones menacées. Le volume et la capacité de laminage des barrages devront être optimisés de manière à répondre au mieux à la protection envisagée. L'aménagement des bassins versants contre l'érosion par des méthodes biologiques et ou par des constructions de seuils en gabion qui permettent la réduction des vitesses d'écoulement. Il favorise l'infiltration et la percolation de l'eau dans les sols aux dépens du ruissellement et diminue ainsi l'érosion qui encombre les cours d'eau par les matériaux. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. La vidéo prochaine portera sur les risques de sécheresse et de désertification. Je vous remercie.